Le CIR, et le crédit d'impôt textile, j'avais un peu annoncé, mais un peu en avance, pour dire qu'on avait la suppression de cela à partir de 2022, c'est-à-dire 2023, que dans le CIR, l'assiette principale de calcul est composée par les frais de personnel, chercheurs, techniciens de recherche, ingénieurs, et quand on a déterminé l'assiette frais de personnel, on y ajoute, dans les frais de fonctionnement, 50% de ce montant comme frais de fonctionnement. Et désormais, on va passer des 50% à 43%. Puis il y a des dispositions qui... Alors c'est pas beaucoup, mais il faut quand même savoir que le crédit d'impôt recherche est de 30%. Sur des dépenses qui peuvent aller à 100 millions d'euros, et au-delà de 100 millions, 5%. Autrement dit, quand on fait passer le curseur de 50 à 43%, dans certaines entreprises où vous avez des seuils de 100 millions, ça fait plusieurs dizaines de milliers d'euros concernés par cette petite disposition. Évidemment, dans nos petites entreprises, on ne le voit pas passer. Et puis ensuite, il y a une question que le législateur a traitée concernant la sous-traitance, et c'est toujours intéressant de voir qu'on est toujours obligé de rechercher les excès d'optimisation. Quand on est dans la sous-traitance d'une dépense de recherche éligible, le risque est grand qu'il y ait plusieurs fois le crédit d'impôt attaché à une même opération de recherche. J'imagine que je suis donneur d'ordre, je demande à un sous-traitant de faire la recherche, le sous-traitant demande à un sous-traitant de faire la recherche, qui lui demande encore à un sous-traitant de la faire. Et à chaque étape, moi je reçois une facture de recherche crédit d'impôt, le deuxième reçoit une facture de recherche crédit d'impôt, le troisième, ce qui fait que la même dépense pourrait donner lieu à plusieurs crédits d'impôt. Eh bien, le législateur a décidé qu'il n'y aurait plus qu'une seule dépense qui sera éligible, c'est-à-dire le sous-traitant qui aura effectivement lui-même effectué la dépense de recherche. La deuxième question concerne la prise en compte de ces dépenses de sous-traitance. Lorsqu'elles sont sous-traitées à un établissement public, on peut les retenir pour le double de leur montant. Dans la loi de finances, on dit qu'il faut que la dépense de recherche, pour la retenir pour le double des montants qui étaient sous-traités, qu'elle ait été effectuée réellement par l'établissement public ou l'établissement agréé. Voilà ce que l'on peut dire. Quelques petites précisions sur les obligations déclaratives, mais ce sont des obligations déclaratives qui s'appliquent aux entreprises qui ont plus de 100 millions de dépenses de recherche, qui ont un imprimé 2069 A1 à remplir, et puis on a créé une nouvelle obligation pour les entreprises qui ont entre 10 et 100 millions de dépenses de recherche, et ensuite une obligation pour déterminer les modalités d'utilisation des jeunes docteurs, puisque quand on embauche des jeunes docteurs, là encore, on retient dans l'assiette du crédit d'impôt recherche le double des rémunérations qu'on a versées. Réduction d'impôt mécénat. Sur le mécénat, vous avez 60% de réduction d'impôt. Il faut que ce soit des dons. Un don, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrepartie. Et on avait l'année dernière vu qu'il y avait un seuil qui était de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires, mais qu'on l'avait porté à un minimum de 10 000 euros. Et cette réduction d'impôt de 60% subit deux modifications. La première, c'est le seuil de 10 000 euros est porté à 20 000 euros. Et la deuxième, c'est que le taux de 60%, dans certains cas, c'est-à-dire lorsque le don excède 2 millions d'euros, on retiendra 40% au lieu de 60%. On voit qu'on n'est pas tous concernés par l'opération. Et la troisième particularité, c'est celle qui est liée aux prestations de services, c'est-à-dire la mise à disposition de personnel par une entreprise auprès d'un organisme éligible, une fondation, etc. Et il n'y avait pas de seuil de rémunération. On a créé un seuil de rémunération de 3 fois le plafond de sécurité sociale et annuel, ce qui fait 121 000
312, le seuil maximum d'assiette de la réduction d'impôt de 60%. Ce qui montre que dans certains organismes, eh bien, ceux qui exercent des fonctions par mise à disposition pouvaient percevoir des rémunérations qui excédaient ces montants, sinon le législateur ne se serait pas amusé à créer ce plafond. Crédit d'impôt métier d'art, là encore il s'agit d'une reconduction jusqu'en 2022. Là il s'agit d'un taux de crédit de 10%. Les métiers d'art sont prévus, ce sont ceux qui sont l'horlogerie, la bijouterie, l'orfèvrerie, la lunetterie, etc. Ce sont des entreprises dans lesquelles on a 30% au moins de rémunération qui correspondent à ce qu'on va appeler les artistes ou les artisans-artistes, qu'ils fabriquent des biens qui sont vendus en un exemplaire ou en très peu d'exemplaires, et puis que l'on détermine le crédit d'impôt en tenant compte des salaires, des amortissements, enfin des biens salaires qui correspondent aux 30% de rémunération versée aux artisans. Artisans, artistes, on ne sait pas trop ce que c'est ce domaine. Le crédit d'impôt Corse, sans vouloir être trop long, il s'agit, si on était en Corse, du seul sujet qui intéresse vos consoeurs et confrères, puisqu'il s'agit de savoir quels sont les investissements qui peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt de 20%. Il y a deux catégories, l'investissement amortissable dégressif, qui ne pose pas de problème en général. Ensuite, vous avez la catégorie des investissements à caractère commercial, et qui n'ouvre droit à ce crédit d'impôt que si ces investissements sont faits dans des lieux ouverts au public. Et là, il y a quelques petites difficultés de compréhension entre l'administration et les contribuables, et notamment l'administration considère qu'il y a moins d'ouverture au public que ne peut le considérer l'entreprise, et notamment une des questions concerne les parkings dans les grandes surfaces, pour savoir si c'est ouvert au public ou pas ouvert au public. Vous voyez bien que une grave question. Il y a peut-être des personnes qui vont sur les parkings juste par plaisir, et qui donc, je dis, je ne vais surtout pas aller dans le magasin, je vais rester sur le parking. Enfin, passons. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Ben, il s'était passé qu'il y avait eu la possibilité de pouvoir en bénéficier quand on a exercé une activité de gestion et de location de meublés de tourisme. Et puis le législateur s'est dit, c'est plus possible, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas de l'activité, donc on va interrompre cela à partir du 1er janvier 2020. En réalité, on va interrompre cela à partir du 31 décembre 2018. Si vous vous souvenez que c'était ça. Mais il y avait des investisseurs, entre guillemets, qui avaient acquis des biens avant le 31 décembre 2018 et qui pensaient obtenir le crédit d'impôt et qu'on leur retirait. Ce qui fait qu'il y a eu des réponses ministérielles qui ont étendu la possibilité de le conserver quand les biens, les immeubles auraient été achevés en 2019. Alors avant, c'était le mois de mars 2019, puis après, c'était étendu. Et en définitive, la loi nous dit aujourd'hui que ce crédit d'impôt pourra être obtenu si le bien dont on a décidé de l'acquisition par l'acte notarié avant le 31 décembre 2018 est livré avant le 31 décembre 2020. Ce qui est assez important dans cette loi de finances, ce sont les modifications sur les automobiles. Il y a une nouvelle réglementation concernant les normes européennes qu'on va appliquer aux véhicules. Et pour ces véhicules qui vont être immatriculés selon les nouvelles normes, pendant la période qui vient avant le 30 juin, on va modifier les règles de calcul de l'amortissement déductible et les règles concernant la détermination du montant de la taxe sur le véhicule des sociétés et aussi des textes concernant les bonus-malus. Autrement dit, on va avoir deux catégories de véhicules, ceux qui ont été immatriculés selon les anciennes normes, celles qui sont nées depuis 2004, et qui vont continuer à relever en matière d'amortissement et de taxes sur véhicules des sociétés
des règles qu'on a appliquées jusqu'à maintenant, avec évidemment les taux de CO2 et puis les nouveaux véhicules qui vont être immatriculés pendant cette période et pour lesquels on aura de nouvelles modalités de calcul de la taxe sur les véhicules des sociétés et de détermination des seuils d'amortissement déductible. Cela va s'appliquer que pour le prochain, l'exercice 2020 et non pas pour l'exercice 2019. Donc vous allez avoir le temps de regarder les 2 pages de Francis Lefebvre pour montrer les différences, les anciens et les nouvelles règles. Quand vous observerez ça, vous verrez qu'en matière d'amortissement, il n'y a que 2 petites modifications sur l'ensemble. Ce sont des véhicules qui sont entre 135 et 165 coefficients de CO2, d'émission de CO2. Donc on a le temps de revoir ça, d'abord attendre le décret, et ensuite regarder le dispositif. C'est la même chose donc pour la taxe sur les véhicules des sociétés, où on aura les 2 composantes. Je vous rappelle que la première composante en matière de taxe sur les véhicules des sociétés, c'est le taux d'émission de CO2. Donc évidemment, comme on va modifier les taux d'émission de CO2 avec les nouvelles normes européennes, on va modifier la première composante. Et la deuxième composante, c'est essence ou diesel. Et cette composante demeure avec une petite modification. Le malus, je vous laisse regarder l'évolution du malus. Certains malus valent plus cher que l'automobile elle-même. Ça arrive. Pas la même automobile. Le micro, rapidement, sur le micro, il y a une modification des seuils. Vous savez qu'on fait une modification désormais tous les 3 ans. Qu'on avait 2017-2019 et que maintenant on va avoir 2020-2022. Et les nouveaux seuils sont 176 600 et 176 200 et 72 600. Et le micro agricole, 85 300. Ces seuils, il faut juste rappeler qu'en matière de micro, on est au micro de plein droit les 2 premières années de création de l'entreprise, puisqu'il n'y a plus de lien avec la TVA. Donc il ne faut pas rater l'option si on veut être au REL simplifié, parce que les régimes fiscaux applicables, de plein droit, ce sont ceux qui correspondent au chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, et on ne peut y échapper qu'en exerçant une option régulière. Et à cet égard, je voudrais vous faire observer que le Conseil d'État a considéré qu'une option pour le REL simplifié tardive ne pouvait pas se régulariser dans le délai de réclamation. Vous avez les mêmes régimes en matière de franchise de TVA, puisque vous avez là le seuil qui a été aussi augmenté, ainsi que le surseuil. Le surseuil, c'est celui, comme vous connaissez, au-delà duquel on paye immédiatement de la TVA. Et puis, vous avez les mêmes augmentations concernant les prestations de services là-dessus. Une précision concernant les organismes sans but lucratif, à but non lucratif, qui pourraient réaliser des opérations lucratives accessoires. Devant un organisme sans but lucratif, la première question, c'est vérifier qu'il est sans but lucratif. On applique la règle des 4 P. On constate qu'il est non lucratif. Mais il peut arriver qu'il exerce quand même des activités lucratives, et dans ce cas, il peut y avoir une exonération, une franchise d'IS, de contribution territoriale et de TVA, dès lors que le montant de ces produits accessoires soit inférieur à compter de 2020 à 72 000 €. C'est une augmentation assez substantielle parce que c'était 63 059 avant. Donc on a là impôts locaux, la taxe d'habitation, la fin de la réforme. D'abord, en ce qui concerne les foyers fiscaux qui ont des ressources qui leur permettaient d'obtenir le dégrèvement de 30% de 65, ont en 2020 un dégrèvement de 100%, et de 2021, une exonération totale. Il faudra leur expliquer la différence entre
dégrèvement de 100% et exonération totale. Intéressant. Et ensuite, donc, cette réforme conduit à ce qu'il y ait 80% de faits fiscaux à compter de 2021 qui soient plus concernés par l'impôt. Il faut être juste, ce n'est pas 80% qui bénéficient des mesures de dégrèvement, puisqu'on avait déjà une large part qui était exonérée dans l'ancienne formule. Mais bon, il n'y a pas de raison de se priver de cela.